En 2019, deux individus passablement éméchés décident, lors de la nouvelle année, de regarder tous les films de Nicolas Cage. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop car! Uh-huh. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. What? I'm gonna steal the Declaration of Independence. Put the bunny back in the box. I'd like to take his face off. Bonjour à tous et bienvenue dans Citizen Cage, le podcast qui parle de cinéma, mais surtout de Nicolas Cage. Je suis Alexis Duclos et je suis une fois de plus rejoint par mon ami Julien Asunsao. Salut Julien. Salut Alexis. Citizen Cage, c'est 90 films avec Nicolas Cage dedans, bien sûr, et qui ont été regardés par moi et Julien, et sur lequel on a décidé d'en faire un podcast. Ouais, c'est ça. Vu que c'est l'épisode 0, on va en profiter pour parler un petit peu du concept. Donc, effectivement, on est fan ou pas de Nicolas Cage, mais en tout cas intéressé. On en reviendra après un peu sur les raisons. Et on s'est dit, pourquoi pas garder tous les films dans leur chronologique. Et puis, vu qu'on avait prévu d'en discuter ensemble, bah, on s'est dit, voilà, on va enregistrer ça et puis rendre ça disponible à tout le monde. Ouais, on s'est dit peut-être que ça intéressera des gens, ou alors ça intéressera personne, mais c'est pas grave, nous on l'aura fait. Et puis voilà, alors après, nous on n'est pas des étudiants de l'art, on n'est pas des gens qui avons fait... On n'a pas prévu de travailler dans le cinéma, en tout cas. C'est ça, exactement. Mais ça nous empêche pas d'en avoir mangé pas mal, et puis... On est des gros cinéphiles, on aime le cinéma, et on aime parler de cinéma, et du coup on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait trouver un moyen de parler de cinéma ? On s'est mis d'accord sur Nicolas Cage. Oui, voilà. C'est un choix qui est pas du tout au hasard, et ça, on va en reparler tout de suite. Mais avant de partir là-dessus, arrêtons-nous 2 secondes sur Nicolas Cage, l'homme, et faisons un petit tour dans la vie fantastique de cet homme formidable. Nicolas Cage qui est né le 7 janvier 1964, du nom Nicolas Kim Coppola. Ouais, donc voilà, on a fait maintenant qu'on a dit on a sorti la première ligne de Wikipédia, on va pouvoir... Alors voilà, c'était, on va dire, pour attaquer. Maintenant, on va faire un point de manière un petit peu plus informelle. Non, ce qu'on peut dire, c'est que forcément, là, tu l'as un peu évoqué quand t'as dit sous quel nom il était né, c'est la famille, quoi. Chut, faut pas le dire. Faut le garder secret, c'est un secret. La grande famille Coppola... Le monsieur Nicolas Kim Coppola est actuellement le neveu de Francis Ford Coppola, ce qui fait de lui bien sûr le cousin de gens comme Sofia Coppola, Roman Coppola, un homme formidable qui s'appelle Jason Schwartzman, que j'arrive pas à prononcer le Schwartzman, ouais. Ouais, c'est pas mal. Donc, monsieur est né dans une famille de la royauté du cinéma américain. Sans parler de ça, on est sur une famille globalement d'artistes, quoi. Son père est prof de littérature et sa mère est danseuse et chorégraphe, donc ça on va le retrouver un petit peu tout au long. Ça, en me renseignant, c'est aussi ce qui ressortait, c'est qu'en fait, il a eu une jeunesse très pleine de culture, quoi, et de manière assez variée en plus. Et ses parents, son père surtout, il me semble, était en plus forcément de son goût pour la littérature, était aussi très friand de cinéma, donc c'est lui qui a fait découvrir des grands réalisateurs, hein, des grands films dès son plus jeune âge. Donc c'est pas un hasard de voir ce qu'il est devenu.
Bah, c'est ça, et il faut savoir aussi que son grand-père paternel était un compositeur, Carmine Coppola, et sa grand-mère était déjà une actrice, donc c'est sûr que ça découle dans la famille. Là. C'est pas sa passion pour le cinéma, elle vient pas de nulle part. Pour le cinéma et puis même pour l'art en général, parce que quand on lit ses interviews justement, on voit que il va souvent citer de la littérature, il va citer de la musique, il parle beaucoup de musique. La façon dont il aborde les rôles sont souvent il a sa façon de dans la diction, il a un côté très musical. C'est vrai que la on va dire la vision générale qu'on a de Nicolas Cage, qui est quand même cette vision d'un homme un peu extrêmement taré, tout simplement. Oui, puis souvent tourné en dérision. C'est ça, on se rend compte que finalement, ça reste une personne qui est extrêmement cultivée et qui cherche à l'être, qui cherche à trouver ce qui... c'est pas une personne qui est tombée dans la culture puis qui a fait je vais juste laisser ça je vais aspirer ça comme une éponge. Non, c'est une personne qui cherche à l'être, qui essaie de trouver à droite à gauche. Puis ça se voit dans ce qu'il fait, ça se voit dans ce qu'il est, puis ça se voit aussi justement dans cette famille qui est la famille Coppola, qui a un bassin d'artistes. D'ailleurs, ses deux frères, parce que Nicolas Cage a deux frères, sont aussi des personnalités plus ou moins connues, on va dire. Un de ses frères, Marc, lui fait de la radio. Son autre frère, Christopher, est un directeur de films de série B, même plus que ça, mais c'est un directeur. Donc c'est vraiment tout le monde dans sa famille a l'air d'être dans cette espèce de... dans le show business d'une manière ou d'une autre. Oui, puis en même temps, il a pas... tu disais qu'il est très cultivé, mais aussi de manière très éclectique. C'est-à-dire qu'il est pas dans cette logique... il a un prof... son père qui est prof de littérature, ça va pas l'empêcher d'être fan de comics ou il y a pas un côté il y a pas l'air d'avoir un côté pompeux du prof de littérature qui met cette forme d'art au-dessus de toutes les autres. Oui. Non, il y a vraiment tout l'intéresse. Et ça se voit dans sa filmographie aussi, ça se voit dans les choix de films qu'il a fait. Il est très bien capable d'aller dans des films extrêmement sérieux et son complet opposé. Ça, on reviendra dessus un peu plus tard. Dans la même logique, on peut dire que il a commencé à étudier, mais même sans étudier, à jouer la comédie très très jeune. Ça, il a été parce que bien sûr, il faut savoir que Nicolas Cage et sa famille, les Coppola, sont une famille qui viennent de Los Angeles, qui vivent à Los Angeles puis qui ont toujours été à Los Angeles. Donc Nicolas Cage est allé à l'école à Beverly Hills. Et bien sûr, Beverly Hills est une des écoles où, étonnamment, les gens qui sortent de là-bas finissent plus ou moins par être dans le showbiz à un moment ou à un autre. Et ensuite, il est parti pour aller dans une école de théâtre, de film et de télévision, qui s'appelle UCLA School of Theatre, Film and Television. Ouais, j'ai noté... qu'il était, parmi, tu t'as dit qu'évidemment il avait croisé des gens qui allaient finir dans le cinéma, mais il y en a notamment un, et j'ai noté qu'il était au lycée avec Crispin Glover. Ah ouais, son grand ami Crispin, dont voilà. on finira par parler dans des futurs épisodes. On vous fait un petit teaser pour l'épisode 1. Dans le futur épisode, en fait. Donc il a été baigné dans le fait qu'il voulait être un acteur très 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 tôt, en regardant plusieurs films, puis certainement James Dean notamment. James Dean dans un de ses films qui s'appelle Rebel Without a Cause. Le fameux film de James Dean. Et d'ailleurs, petite anecdote absolument fascinante. Alors pour ceux qui savent pas, j'aimerais juste remettre ça en perspective. Francis Ford Coppola, son oncle est quand même une personne assez importante dans le monde du showbiz à Hollywood. On parle de la personne qui a réalisé Le Parrain 1, 2 et 3, Apocalypse Now. Donc on parle d'une personne qui a déjà travaillé avec Marlon Brando, Al Pacino,
Robert De Niro, Gene Hackman, une personne qui est quand même Pèse, quoi. qui pèse dans le business. Et pour la petite anecdote qui est pour le coup vraiment vraiment drôle, on a un Nicolas Cage, un Nicolas Kim Coppola à l'époque d'à peu près 15 ans, qui a expliqué à son oncle pendant une balade en voiture, je crois, qu'il voulait absolument être acteur et qu'il allait lui montrer qu'il allait montrer à Francis Ford Coppola qu'est-ce que c'était d'être un acteur. Et bah, autant dire que le voyage ensuite a dû être absolument amusant et il paraît d'après les rapports qu'il y a eu un gros blanc pendant à peu près 15 minutes après que Nicolas Cage a fait son annonce. Il mettra quelques années, mais bon, au final, il va pas être si loin du fait. Hein. Et il finira quand même par faire 2-3 trucs plutôt sympathiques. Alors, juste pour rebondir là-dessus, parce que on parle beaucoup de Francis Ford Coppola, a raison, parce que c'est vrai que c'est la figure la plus marquante. Il faut noter que dans la famille Coppola, en fait, il y a quand même une scission, en fait, enfin une scission entre guillemets, mais il y a une vraie différence entre les Coppola du Nord, on va dire, qui sont donc justement Francis Ford Coppola, et les Coppola du Sud. Donc on a les Francis Ford Coppola qui sont déjà riches, alors que les Coppola du Sud, dont Cage donc et ses parents, eux sont plutôt pauvres. Enfin, ils sont pas du tout ils vivent pas du tout dans le même monde. Donc il y a aussi, ça fait partie des raisons qui font que il y a une période de sa vie quand il va se lancer dans le cinéma, Nicolas Cage va se dire je vais leur montrer aussi que je peux réussir sans forcément faire appel à la renommée de la famille Coppola qui est incarnée par Francis Ford. C'est pour ça qu'il finira par changer son nom en Nicolas Cage pour éviter que les gens l'associent avec son oncle Francis Ford. Ouais, puis il y a un vrai côté, voilà, je vais leur montrer, voilà, ils sont pas en inimitié, hein, mais il y a quand même un décalage qui fait que une espèce de, pas de revanche, mais il avait envie de montrer quelque chose. Il avait besoin de se prouver. Et il finira par commencer à se prouver avec trois films de son début de carrière, surtout Best of Times qu'on parlera dans un futur épisode, puis un film qui s'appelle Fast Times at Ridgemont High. Bon, on parlera de tous les films dans les prochains épisodes. On parlera de tous les films en fait. Et oui, prépare-toi. C'est le but, c'est vrai, c'est le but de notre podcast. Ah zut. Et donc, c'est ça, donc on reviendra dessus plus en détail sur les podcasts, donc ça sert à rien qu'on en parle maintenant, mais ce rôle était assez important parce que à la base, il devait avoir un rôle plus développé, mais son rôle a été complètement zappé, et à partir de là, il était plus tout à fait sûr de s'il allait réussir à devenir, à trouver des rôles et à faire quelque chose. Donc, malheureusement, malgré son envie de ne pas utiliser le nom de Francis Ford Coppola, il finira par être casté dans un de ses films. A priori, c'était pas forcément son objectif, mais il s'est retrouvé un petit peu à participer à des répétitions quand il cherchait l'acteur, et apparemment il a été convaincant. C'est ça, il devait juste lire des lignes pour les autres acteurs, et finalement Francis Ford a dit finalement tu pourrais être dans mon film. Donc au final, quand même, c'était quand même au mérite finalement. Ça venait pas de nulle part non plus. Puis à partir de là, là il a commencé à avoir des vrais rôles avec Valley Girl, puis avec Moonstruck, qui va être son premier grand rôle en 87. Donc à partir de là, si je dis pas de bêtises, il avait 23 ans. Il va être son premier vrai grand rôle parce qu'il va être un succès finalement. Ouais, au final, dans sa carrière, il commence, en dehors des quelques premiers films, il rapidement, il se retrouve rapidement à être dans des films importants ou dans des films où il a un rôle important.
C'est ça, il va rapidement avoir un premier rôle, il va surtout rapidement taper dans l'œil de plein de gens, étonnamment, parce que son rôle dans Moonstruck est surtout lié au fait que Cher, la chanteuse Cher, a adoré ce gars qu'elle a rencontré je sais plus où, ou qu'elle a vu je sais plus où. Elle l'a vu dans un film dans le film de Coppola. Peggy Sue Got Married. Voilà. Ouais. Mais on en reparlera plus tard anyway, de toute façon. Et ensuite, à partir de là, il a tapé dans l'œil des frères Cohen qui lui ont donné un rôle dans Racing Arizona. Donc c'est quand même pas mal déjà. Et ensuite, voilà, c'est parti. Il a fini par travailler avec vraiment, vraiment beaucoup de gens. Et c'est une des choses qui est assez géniale avec Nicolas Cage, c'est que c'est une personne qui est très, très représentative du landscape, du paysage, merci, du paysage cinématographique hollywoodien, parce qu'on se retrouve avec une personne qui a travaillé avec les frères Cohen, qui a travaillé avec John Woo, qui a travaillé avec Martin Scorsese, qui a travaillé avec David Lynch, avec Ridley Scott, Brian De Palma. Donc on se retrouve quand même avec une personne qui finalement a un excellent CV et qui permet de faire le tour de tout ça, et c'est absolument génial. Et bien sûr, on parle de Nicolas Cage en tant qu'acteur, on est obligé de parler du fait que Nicolas Cage est quand même, malgré ce que la plupart des gens pensent de lui, une personne qui a un Oscar et qui a été nominé pour un second, qui n'a pas gagné, mais qui a quand même été nominé, qui a eu un Oscar pour un film qui s'appelle Leaving Las Vegas, dans lequel il est absolument génial. En fait, je pense qu'il y a dans sa carrière, la perception joue beaucoup au fait que tous ces grands rôles, entre guillemets, ont été assez tôt dans sa carrière. Et en fait, après, on va en reparler, mais il a sa carrière un peu s'est mis à battre de l'aile. Mais en fait, forcément, on se rappelle plus des films récents que des films qui sont dans les années 70-80. Et ça le dessert beaucoup. C'est vrai que on a plus tendance à se rappeler des films qu'il a commencé à faire dans les années 2000. Surtout parce que ses plus gros succès financiers et pas forcément critiques, on parle vraiment des succès que les films que les gens ont le plus vus sont quand même des gros blockbusters. Ça va être Benjamin Gates, National Treasure. Ça va être des trucs comme World Trade Center, le film d'Oliver Stone sur les attaques du 11 septembre. Ça va être des choses qui sont plus et qui sont aussi plus récentes finalement. C'est des films qui sont plus dans sa filmographie dans les années 2000, mais c'est aussi à partir du moment où il a commencé à faire des films qui sont un peu plus de série B. On en reviendra un petit peu plus tard là-dessus sur pourquoi il a commencé à faire ça. Mais pour l'instant, revenons un peu, parce que là voilà, on est pas mal dans les années 90 où il a eu ses grands succès, il a eu ses films finalement où il a eu un Oscar, où il a fait des grands trucs, des films acclamés par la critique. Puis là, il est rentré dans une espèce de zone, on va dire, dans les années 90, qui est personnellement pour moi l'âge. J'ai pas envie de dire si c'est l'âge d'or pour moi de Nicolas Cage, même si maintenant on est bref. Pour moi, c'est l'âge d'or de Nicolas Cage, avec des films comme The Rock, des films comme Face Off, où il est allé travailler avec John Woo, qui est un réalisateur chinois qui était venu s'installer à Hollywood grâce au meilleur belge de tous les temps, le grand nommé Jean-Claude Van Damme, qui voulait absolument travailler avec John Woo. Et voilà, il a commencé à faire des films plus d'action, plus grand public. Plus grand public. C'est comme ça qu'il a fini par tomber justement dans Benjamin Gates, qu'il a réussi à avoir son rôle dans Ghost Rider, qu'il a réussi à... C'est là où il devient une movie star, pour reprendre les termes de Jean-Claude Van Damme, justement. Ouais. Mais il perd autre chose. Enfin, voilà, il concède, il va concéder un petit peu. Alors, est-ce que il était moins appelé pour des rôles un peu plus, c'est-à-dire des films un peu plus d'auteur, entre guillemets, ou est-ce que c'est lui qui a fait les choix? C'est difficile de le dire, mais en tout cas, voilà, et son type de film va évoluer. Ouais, voilà. Et en partant dans ce rôle-là de, d'action movie man, un rôle qui,
pour lequel il est peut-être pas forcément le plus suited, mais qu'il est pas forcément le plus à l'aise dedans. Même si pour moi ces films sont absolument exceptionnels, puis on en reparlera le jour où on en reparlera parce que j'ai si hâte de les faire. Mais il se retrouve un peu là-dedans, il se retrouve un peu coincé, mais en même temps pas tant que ça, parce que ça reste quand même l'année où il finit par faire Wind Talkers, qui est quand même un peu un film de guerre qui est quand même assez cool, où il travaille sur ce film avec Martin Scorsese. Donc même s'il fait des gros films, il reste encore par-ci par-là un peu parsemé de films un peu plus au potentiel quand même. Mais il devient plus connu par le grand public pour ces films-là où il a des films d'action, alors que auparavant, il était quand même connu pour certains films, parce que on s'entend que c'est quand même Nicolas Cage. Là, c'est pas non plus il est pas devenu une star du jour au lendemain non plus. Là. Mais c'est vrai que c'est là qu'il a atteint le pic de sa popularité mainstream, on va dire. Oui, puis en dehors de popularité, c'est là où il a commencé à avoir vraiment des gros cachets d'acteurs. Où en fait il était il y avait ce côté il avait obtenu ce côté bankable, on va dire. Les films se vendaient sur son nom. Et c'est aussi à partir de là qu'il a commencé à avoir des problèmes avec le fisc et des problèmes d'argent. Ouais, enfin, il y a eu les problèmes avec le fisc sont la résultante d'autres problèmes. Voilà, on va dire que en fait c'est quelqu'un qui comme on a dit, il a assez rapidement obtenu des rôles importants, donc en fait c'est quelqu'un qui est devenu riche, jeune, ça. Et qui a développé des mécaniques d'achat compulsif et de collectionnite assez violents à l'échelle de l'argent qu'il avait en fait. C'est surtout aussi dû au fait que Nicolas Cage a une espèce d'aversion pour les banques. Et pour lui, le meilleur moyen d'avoir du cash, d'avoir des assets, c'était d'acheter des maisons et d'acheter de l'art. Le problème, c'est qu'on sait tous qu'à partir d'une certaine année, dans le début des années 2000, les maisons ont un petit peu perdu de leur valeur, ce qui fait que finalement, il y a eu un petit problème aux États-Unis, enfin un peu partout, mais un peu partout et surtout aux États-Unis. Et donc la plupart des maisons qu'il avait ont perdu énormément en valeur, ce qui fait que il s'est retrouvé avec beaucoup moins d'argent qu'il avait et il a eu besoin de commencer à revendre des trucs. Et c'est là qu'il a commencé à avoir des problèmes avec le fisc. Et ça correspond étonnamment avec le moment où il a commencé à jouer dans beaucoup de films de série B. Après, étonnamment, lui, il s'est jamais caché là-dessus. Et alors là, il y a une honnêteté totale, parce qu'il généralement pendant la promo du film, il dit que non, puis après dès que le film est sorti, il dit tout de suite que s'il y a des films, il annonce clairement que c'était des bouses et qu'il les a fait pour payer. C'est un train de vie qui gonfle et qui quand il a perdu de l'argent, qu'il avait eu du mal à baisser, quoi. Il continue à avoir un train de vie très élevé. Il fallait bien compenser d'une façon ou d'une autre. C'est pas pour rien qui on le voit des fois souvent dans 5 films par an, alors qu'il y en a d'autres qui font 5 films en 10 ans. Nicolas Cage a aussi pour revenir un peu là-dessus sur ce que tu dis, Nicolas Cage a aussi de son propre aveu un craving, un besoin de travailler. C'est une personne qui considère lui-même que s'il travaille pas, donc s'il est pas dans un rôle, s'il est pas investi, s'il est pas en train de créer, il a tendance à être un peu autodestructeur. Donc c'est pour ça aussi que même s'il y a aussi le côté financier qui fait que il est un petit peu plus large dans son choix de rôle, ça n'empêche pas que c'est une personne qui a vraiment besoin de travailler et qui travaille énormément. On parle quand même de 90 films sur 34 ans, 35 ans, 38 ans de carrière à l'heure où on enregistre ce podcast en 2019. C'est absolument exceptionnel. Il suffit de regarder sa filmographie pour se rendre compte que c'est, comme tu disais, un homme qui fait au minimum 3 films par an. C'est rare qu'il ait fait juste 1 ou 2 films, à part en début de sa carrière. Il a besoin de travailler, il a besoin de s'investir, il adore ça, il adore le film, il adore le cinéma, et il suffit de l'écouter parler de ses rôles, les rôles qu'il aime, ou quand il recherchait ses rôles pour comprendre que c'est pas juste son gagne-pain, c'est aussi sa vie, c'est sa manière de vivre. On peut mettre en parallèle avec sa façon de travailler, sa méthode d'acting.
où vraiment il se met dans le personnage, enfin il se mettait, on va dire, dans le personnage, parce qu'il a un peu évolué là-dessus. Des semaines avant le tournage, il se mettait dans la peau du personnage, vraiment à fond, à vivre comme lui, à penser comme lui. Il allait même parfois dans certains extrêmes assez particuliers, on en reparlera. On va dire qu'il y a certains personnages où, vu qu'il a joué des personnages extrêmes, et ils en trouvaient lui aussi dans des postures extrêmes. Il a beaucoup évolué, et justement il le fait beaucoup moins, et il a beaucoup travaillé sur ce côté ne pas se faire bouffer par ses rôles, parce que au début de sa carrière, vu qu'il est toujours à fond, on va dire, pour chaque rôle, mais là il le faisait de manière beaucoup moins saine. Et il avait beaucoup de stress, beaucoup de par rapport au rôle qu'il abordait, et ça il le fait de manière beaucoup plus détendue maintenant. Ça lui a posé quelques soucis. C'est ça, et Nicolas Cage, de son propre aveu, explique à quiconque veut l'entendre que ça reste un étudiant. Ça reste un étudiant de l'art. Il se considère pas comme un grand acteur. Il se considère comme un acteur. Il se considère comme une personne qui a besoin d'apprendre. Et justement, pour revenir un peu sur ce que tu disais, le fait qu'il ait fini par apprendre à plus se mettre dans ces cases-là et toujours essayer de garder son espèce de style d'acting qu'il a lui-même créé, défini, qu'il appelle ça comme du kabuki western européen américain, que c'est un peu bizarre comme façon de dire, où il appelle ça de new chamanique, impressionniste allemand. C'est assez spécial, on reviendra là-dessus dans les films, mais c'est une personne qui apprend, qui est toujours en recherche de comment s'améliorer d'un point de vue, et c'est quelque chose d'exceptionnellement intéressant quand on voit cet homme-là versus d'autres acteurs qui sont peut-être considérés comme plus classiques ou qui sont plus reconnus, qui sont plus considérés, qui ont eu plus d'Oscars ou whatever, mais qui sont peut-être un peu, qui n'ont pas forcément ce mindset de se dire, j'ai fait un film, j'ai aimé faire ce film, je le trouve bon, comment est-ce que je peux m'améliorer pour le prochain? Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est quelque chose que j'aime énormément, parce que malgré le fait, on disait plutôt qu'il a fait beaucoup de films qui sont quand même des films de série B et qui sont pas forcément exceptionnels, même en regardant certains de ces films-là, on peut sentir que il essaye de faire au mieux avec ce qu'on lui donne. Parce que c'est sûr que dans certains de ces films-là, on lui donne des rôles qui sont vraiment fous. On en reviendra bien sûr, mais voilà, mais on sent qu'il essaye quand même de voir ce qu'il peut faire avec. Il y a toujours quelque chose d'assez fascinant avec cet homme-là, parce que malgré le fait qu'il essaye d'être... c'est difficile de pas le trouver entertaining, même dans un mauvais film, en fait. Il a on reviendra là-dessus un peu plus tard. Maintenant, on va rentrer dans sa nouvelle période. Donc, on a eu la période début, on a eu la période reconnaissance, on a eu la période blockbuster, on a eu la période film de série B, même si pendant cette espèce de film de série B, il continue à faire des films un peu plus risqués, il tente, c'est pas forcément des succès. Oui, et puis même sur la nouvelle période, on va dire que les films de série B ont pas disparu. Oui. C'est juste qu'il y a c'est plutôt dans son état d'esprit qu'il y a eu une évolution sur la façon dont il aborde quel rôle il va choisir. On sent qu'il y a eu une petite évolution. Ouais. On sent qu'il a adopté le fait que les gens le considèrent comme un acteur barré, et qu'il commence à chercher ces rôles-là. Il a l'air d'avoir compris que les gens veulent le mettre dans cette espèce de niche, qui est justement cette niche de film où il joue un gars complètement pété. Et il s'est dit, quitte à faire ça, je vais essayer de trouver des gens qui sont capables, qui sont plus barrés que moi, qui sont capables de faire des trucs exceptionnels. Puis c'est là qu'il a fini par se retrouver dans des films comme Mandy, comme le prochain film de Sion Sono, qui j'espère va être exceptionnel, qu'il est allé dans des films comme
Mom and Dad de Brian Taylor. Le prochain film de Sion Sono, je sais pas toi, moi c'est le film que j'attends en 2019. Hein. C'est un des films que j'attends le plus, j'ai juste envie de voir ça. Déjà, Sion Sono est absolument exceptionnel, mais en plus, Sion Sono et Nicolas Cage, ça me donne des palpitations, j'ai envie. Et pour recadrer pour les gens qui connaissent pas, Sion Sono, c'est un réalisateur qui a fait beaucoup de choses très différentes, un peu comme Nicolas Cage d'ailleurs. Des films plus sérieux, mais souvent des films un peu barrés. C'est notamment lui qui a fait Suicide Club, c'est peut-être son film le plus connu, on va dire, en France. Après, il y a eu du Love Exposure ou Guilty of Romance. Et pour faire le pitch du film justement en question là, avec Nicolas Cage, justement un pitch fait par Nicolas Cage, c'est: je porte une combinaison noire en cuir avec des grenades attachées à différentes parties de mon corps. Si je ne sauve pas la fille du gouverneur à temps, ils me font sauter. Il dit que c'est son film le plus barré qu'il a jamais fait, donc. Ça vend du rêve. Voilà comment vendre un film. Voilà, exactement. Et pour ceux qui ont jamais vu des films de Sion Sono, allez voir des films de Sion Sono, c'est exceptionnel. Mais voilà, là on est de retour, on est enfin arrivé à 2019, ses prochains films, puis même là, il s'arrête absolument pas, il suffit de regarder la liste des films qu'il a à venir, il en a 5, 6, 7. Il a joué dans des rôles, il a joué dans des films très série B-ish, comme la suite de Ghost Rider dans 2012, qui était pareil, ils l'ont complètement lâché, ils sont partis dans un truc barré. À côté de ça, il a joué dans des films un peu plus intéressants, comme Joe, qui est un crime drama un peu plus sympathique. Justement, c'est très intéressant, Joe, parce que j'ai vu une interview où il expliquait que ce film, il avait besoin d'un film où il n'aurait pas besoin de jouer, mais juste d'être. Et en fait, c'est vrai que c'est un film où il est très dans la retenue. Il parle très peu, c'est un personnage qui parle très peu, et a priori, c'est quelque chose qu'il avait besoin à ce moment-là, avant de repartir de plus belle. C'est ça, c'est exactement ce que tu dis, qui finit finalement par trouver des rôles qu'il a besoin. Il est arrivé, j'ai l'impression, quand on l'écoute en ce moment, qu'il est devenu une personne qui est suffisamment mentalement posée pour se dire, ok, est-ce que je suis capable d'aller dans ce film-là, ou alors est-ce que je suis capable d'aller dans celui-là? Peut-être que après le film de Sion Sono, il va peut-être avoir besoin de jouer dans un film où il est peut-être beaucoup moins barré. Et c'est absolument fascinant à regarder, c'est absolument génial. Puis pour revenir un peu sur ce qu'il a fait, dernièrement il a eu la chance formidable de faire un truc qu'il a toujours eu envie de faire, même si c'était pas en live action et que c'était plus dans un dessin animé. Il a enfin réussi à être Superman dans Titans Go to the Movie. Parce que Nicolas Cage est un immense fan de comics. D'ailleurs, ça se voit dans son nom, parce qu'il s'appelle Nicolas Cage et que c'est inspiré du super-héros Marvel Luke Cage. Il adore Superman. Il était censé jouer Superman dans un film de Tim Burton. Ça s'est pas fait. Le documentaire là-dessus est absolument exceptionnel. On en reparlera aussi dans un épisode, je pense. Et son deuxième fils l'a appelé Kal-El, comme le nom kryptonien de Superman. Donc déjà, c'est pas facile à porter. Pas facile, Kal-El Cage, je pense que ça... Ouais, là, il a une bonne couche, ouais. Ça va bien se passer dans sa vie. Et dernièrement, il a joué dans Spider-Man Into the Spider-Verse. Il a fait une voix pour le Spider-Man noir. Et qui continue à prouver à quel point cet homme aime le comics et le cinéma. On peut citer Kick-Ass aussi, qui correspond moins peut-être à des trucs qu'il a lu quand il était jeune, mais en tout cas c'est un des films qui lui a fait du bien au niveau carrière. Il a un petit peu relancé, qui a été dans les films récents, c'est un petit peu un de ses seuls succès où vraiment le film a fait un succès, en tout cas au box-office, pas de manière critique, mais c'est devenu rare, et ça, je pense, c'est un de ces derniers. Ouais. Et c'est ça, et je pense que en plus maintenant, je pense qu'il commence à être un peu plus tranquille du côté taxe, un tout petit peu là, donc j'ai l'impression qu'il a un peu plus de levier justement pour faire des films qui sont où il sera peut-être moins payé, mais où c'est un peu plus intéressant, et il continue à faire des films de série B, parce que je ne considérais pas Mandy comme un film de série B, c'est vraiment un film taré là, c'est autre chose. mais voilà, et c'est ça, et je pense que là on a fait le tour de ce que Cage est capable de faire en tant que
qu'acteur. Là, on est arrivé dans une zone qui est absolument fascinante et j'ai vraiment hâte de voir où est-ce qu'il s'emmène. Déjà, et puis on peut dire que le futur proche, c'est peut-être la réalisation, parce qu'il a annoncé que il voulait faire encore 4-5 ans à faire des films, puis qu'après, il voulait se concentrer sur la réal. C'est vrai qu'il a déjà réalisé un film. Sony. Exact, avec... comment il s'appelle ? James Franco. James Franco. Entre autres, et l'excellent Harry Dean Stanton aussi. Qui est, mine de rien, un film qui a été salué par la critique dans plusieurs festivals. Bah, qui est un sujet assez particulier, vu qu'il parle de... N'en dis pas trop, je l'ai pas vu, je veux pas en savoir. Si on veut vite fait aussi parler un peu justement de ce qu'il a fait d'autre, il est un acteur, c'est aussi un réalisateur. Comme on sait, c'est un énorme fan de comic book. Il a aussi écrit un comics avec son fils qui a été publié. C'est Voodoo Child. Voodoo Child. Il a une énorme collection d'art et de comics. C'est aussi une des personnes qui est apparemment considérée comme un des acteurs les plus charitables d'Hollywood, qui donne énormément à plein d'associations caritatives, donc ça reste une personne fascinante. Je propose, pour conclure cette première partie, de se faire un petit concours un petit concours, j'imagine que t'en as aussi de ton côté, quelques anecdotes que j'ai notées qui m'ont bien fait rire, et ça, on finit sur une note à la fois drôle, et puis aussi il y a des choses qui en disent sur le personnage, enfin la personne en soi. Vas-y, je te laisse commencer. Je suis sûr que t'as quelque chose. Alors laisse-moi fouiller un peu dans mes trucs. J'ai quelque chose, c'est pas forcément super chronologique, on n'est pas forcément au début ou un truc de ça, mais moi c'est quelque chose qui me fascine absolument, parce que je suis une personne qui adore tout ce qui est histoire occulte et histoire occulte, fantastique et tout ça. Et Nicolas Cage, dans les années 2005-2007, quelque chose comme ça, il me semble, dans son époque où il achetait beaucoup de bâtiments parce qu'il avait besoin il voulait avoir du cash, a acheté une maison qui c'est à la Nouvelle-Orléans qui s'appelle la Lalaurie Mansion, le manoir Lalaurie, qui est considérée comme la maison la plus hantée aux États-Unis. Et il l'a acheté pour une simple raison, c'est parce qu'il était en train d'écrire un livre sur des fantômes et qu'il avait besoin d'être entouré de cette énergie-là. Donc il a acheté cette maison que la plupart des gens ne voulaient absolument pas s'approcher, parce qu'il faut savoir que la Nouvelle-Orléans est quand même une ville qui est très entourée de vaudou, de trucs comme ça. Donc les gens ont peur de cette maison-là en général. Elle attire surtout des aficionados, des curieux qui ont envie de se faire peur ou tout ça. Et lui décide de l'acheter juste pour écrire un livre. Un livre qui d'ailleurs finira jamais par finir et qui terminera jamais. Et que quand on lui pose des questions là-dessus, il dit qu'il veut pas en parler. Donc moi, voilà. Je trouve ça absolument fascinant. Puis ça reste une des maisons que j'ai envie de visiter. C'était une des maisons que j'avais envie de visiter depuis longtemps. D'ailleurs, j'ai prévu d'aller à la Nouvelle-Orléans bientôt. Et je sais que je vais aller faire un tour là-bas. Et depuis que j'ai appris que Nicolas Cage avait acheté cette maison, j'ai encore plus envie d'y aller. Ça, c'est ma petite anecdote pour moi. Bah attends, je vais t'en rajouter. Ah, rajoute-moi-en. Non, mais c'est aussi, cette maison, elle est évoquée et elle fait partie de l'histoire de la 3e saison de American Horror Story. Tout à fait, ouais. Ouais. Et ils en parlent justement en disant est-ce que c'est pas la maison qui a été achetée par le gars qui joue dans Face Off ? Oui, c'était la maison qui a été achetée par Nicolas Cage. C'est devenu une pièce de pop art maintenant. Et oui, c'est une maison très connue. C'est à toi. Bon, je commence par une petite. Vas-y. J'ai vu que c'était je sais pas si tu connais, il y a un acteur qui s'appelle Johnny Depp, je sais pas si ça te parle. Ouais, légèrement. Bah j'ai vu que c'était Nicolas Cage qui avait lancé sa carrière. En fait il jouait de la guitare en Floride. Et il l'a rencontré, ils ont joué au Monopoly ensemble. Il lui a dit toi franchement je chante, tu vas être acteur. Le mec voulait pas du tout être acteur. Il dit non, t'es acteur toi. Il l'a envoyé vers son agent et puis voilà quoi. Une autre de mes petites anecdotes que j'aime beaucoup, c'est pas forcément une anecdote extrêmement drôle, mais c'est plus une anecdote que j'aime beaucoup par rapport au fait que Nicolas Cage aime vraiment beaucoup les comics. Pour la petite histoire, la plupart des gens savent ou savent pas en fait que Superman
est apparu dans un comics qui s'appelle Action Comics numéro 1, qui est encore maintenant un des plus gros objets de collection dans le monde du comics, qu'il avait acheté il avait réussi à trouver cet objet en 1997 qu'il avait acheté pour 110 000 $, quelque chose comme ça, et qu'il a dû malheureusement revendre à cause de ses problèmes de taxes, et qu'il a quand même réussi à en tirer 2,16 millions de $. L'anecdote là-dedans, c'est que dans les années 2000, Nicolas Cage a appelé la police pour dire aux gens qu'il avait eu un cambriolage dans sa maison et qu'une grosse partie de sa collection de comics avait disparu, dont Action Comics numéro 1, qui déjà à l'époque valait à peu près $1 million, ce qui est absolument déjà exceptionnel, immense, et qui a été retrouvé 11 ans plus tard, donc en 2011, l'année où il l'a revendu, 11 ans plus tard, par la police, qui ont fini par identifier le comics exact et qu'ils l'ont ramené à Nicolas Cage pour qu'il puisse le vendre. Ce qui est absolument formidable. Et ils l'ont juste retrouvé parce que finalement, une personne avait acheté ce comics et qu'ils se sont rendus compte que c'était le comics qui avait été volé 11 ans plus tôt chez Nicolas Cage. Ok, comme quoi, des fois, il faut y croire jusqu'au bout. Il a même dit que c'était un don du ciel que ce comics revienne dans sa vie au moment où il est revenu, parce que justement il avait vraiment besoin de pognon. Parce que c'est absolument génial. Moi j'en ai une qui est spéciale dédicace pour toi. J'ai vu que pendant le tournage du film À tombeau ouvert, ok, il a été suivi et il s'était fait harceler par un mime. C'est-à-dire qu'il y avait un mime qui le suivait et a priori il avait même réussi à arriver il a jamais su comment à rentrer sur le plateau de tournage. C'est vrai. Et il était là, sur les plateaux de tournage, il faisait le mime. Bon, pour la petite histoire, pour les auditeurs qui nous écoutent, je suis à la fois coulrophobe, donc j'ai peur des clowns, et je déteste les mimes. Donc voilà. Et je me permets même d'enchaîner parce que il a pas eu beaucoup de chance à ce niveau-là, Nicolas Cage, parce que c'est pas la seule fois où il s'est fait harceler qu'il avait un stalker. Ouais. Il y a alors je sais plus en quelle année, mais il y a une nuit, il s'est réveillé du coup il se réveille en plein milieu de la nuit et là il trouve quoi au pied de son lit? Un homme nu en train de manger une glace au chocolat. Oui. Celle-là, elle est splendide dessus. Donc il a appelé la police, mais il a pas attaqué le mec en justice. 2 fois dans sa vie, il s'est fait harceler par des gens très bizarres. C'est absolument génial d'écouter Nicolas Cage dans des interviews parler de ce moment-là, parce il expliquait qu'il était là avec sa batte de baseball et qu'il regardait au pied de son lit qu'il y avait un mec tout nu qui mangeait de la glace et il comprenait pas. C'est juste, ça doit être franchement une des choses les plus flippantes au monde là. J'aimerais vraiment pas avoir ça. Ça va être difficile de battre cette anecdote. Je vais essayer avec ma dernière anecdote que j'ai sur Nicolas Cage, qui est quelque chose que je trouve absolument formidable. Pendant sa période où il achetait vraiment tout et n'importe quoi, Nicolas Cage s'est retrouvé avec un véritable crâne de T-Rex qu'il avait chez lui. Et qui s'est avéré être volé. Donc il a fini bien sûr par rendre la tête au FBI, mais il faut savoir que quand tu fais ça, t'es pas vraiment compensé pour ton malheur, donc il s'est retrouvé avec un déficit assez conséquent. Je sais plus exactement combien il avait acheté ça, mais ça avait coûté... Apparemment c'était une guerre d'enchères avec DiCaprio. Pour l'avoir, justement. Voilà, donc c'est absolument formidable à entendre. Cet homme a des trucs fascinants dans sa vie. Faut savoir qu'il avait plusieurs châteaux en Écosse qu'il a acheté juste parce qu'il allait là-bas et il trouvait qu'il se sentait bien dedans. Donc voilà, il a acheté des châteaux. Puis, nous, on n'a pas le même genre d'achat compulsif. Ouais, c'est ça. Mais moi, en tout cas, pour moi, je sais pas si t'en as d'autres, mais pour moi, ça conclut. Ça me fait penser à une autre, justement. Oui. Et celle-là, je suis pas sûr que tu la connaisses, parce que je crois que je l'ai lu dans un
dans un endroit un petit peu obscur. Ok. Et c'est une amie d'enfance qui parlait de ça. Et en fait, quand il était très jeune, il était très ami avec, enfin, il est toujours ami avec lui, mais ils se connaissent depuis qu'ils sont jeunes, avec Rob Zombie. Ah. Donc le chanteur de métal et qui est aussi réalisateur de films. Pour la petite histoire, Nicolas Cage a joué dans un de ses short movies où il joue un Fu Manchu chinois méchant, très méchant. Il était invité à l'anniversaire de Rob Zombie, et donc il y allait avec cet ami d'enfance, et il lui a offert une tête réduite. Tête réduite d'Indien. Donc très jeune, il avait un petit peu on a déjà parlé un peu de son intérêt pour l'occulte, pour les choses un peu bizarres. Oui, tout à fait. Ouais. Il l'a eu très jeune, et justement il collectionnait entre autres des têtes réduites, et voilà, c'était un des cadeaux qu'il a fait à Rob Zombie quand il était jeune. Donc c'est peut-être à cause de lui que Rob Zombie a tourné comme ça, on sait pas. Welcome, Nicolas Cage. Maintenant qu'on a fait le tour des anecdotes de Nicolas Cage, qu'on a parlé un peu de qui est Nicolas Cage, on en a un petit peu parlé, on en a un petit peu expliqué à droite à gauche, mais maintenant on va expliquer pourquoi est-ce qu'on a décidé vraiment de faire ce podcast sur Nicolas Cage et pas sur quelqu'un d'autre. Parce que c'est vrai qu'au final, pour parler de cinéma, on aurait pu parler de vraiment beaucoup de gens. Ce qui est intéressant, c'est je pense qu'on a des raisons assez différentes l'un et l'autre. Tout à fait. D'avoir un grand intérêt pour Nicolas Cage, c'est vrai. Pour Nicolas Cage, et de penser qu'il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant. Pour ma part, je vais le dire, je n'ai absolument aucun problème à dire ça. J'adore Nicolas Cage. J'adore son méthode acting, j'adore sa manière de surjouer, mais pas vraiment. J'adore sa manière de faire ce qu'il appelle justement son kabuki bizarre. C'est Ethan Hawke lui-même qui disait que Nicolas Cage était probablement un des seuls acteurs en ce moment qui ose faire quelque chose avec le cinéma, qui ose faire quelque chose avec l'acting, qui ose tenter un truc. Et moi, c'est quelque chose qui me fascine. Je suis fasciné par Nicolas Cage et son espèce de... Il a un jour dit que les peintres avaient le droit de faire de l'abstrait, et pourquoi les acteurs n'avaient pas le droit aussi. Exactement. C'est vraiment une personne qui prend le motto du cinéma qui est genre motion is emotion. Donc l'émotion provient du mouvement, et qui le crank, qui le pousse à 11, à 12, 13, 14, qui monte à 100% et qu'il y va à fond en se disant ok, mon personnage doit faire telle chose, comment est-ce que je peux trouver un mouvement limite qui va, quitte à ce qu'il soit exagéré, quitte à ce qu'il soit expressionniste comme tu dis, qu'il soit genre grotesque limite, comment est-ce que je peux faire passer ce mouvement-là en faisant quelque chose, en essayant bien sûr de pas le surjouer, et ce qui est une ligne extrêmement fine sur laquelle marcher. Et bien sûr des fois il y arrive pas, des fois on se trouve avec des performances qui sont inégales, ou alors des performances qui sont horriblement justes, et je trouve ça assez fascinant, parce que pour moi personnellement, je prendrais n'importe quel jour une personne qui essaye de faire quelque chose mais qui arrive peut-être pas, versus une autre personne qui va juste se contenter de faire ce qu'on lui demande, ou alors se contenter du minimum, comme Ben Affleck. C'est un peu, moi, oui, la dernière phrase, c'est là-dessus que je vais rebondir, parce que c'est un petit peu ça. En fait, il y a des acteurs qui sont, en fait, leurs performances sont une ligne droite, sont d'une régularité incroyable, ce qui peut être une qualité. Mais moi, ce qui va être très intéressant avec Nicolas Cage, c'est que lui, c'est pas du tout une ligne droite. Et je pense que c'est peut-être l'acteur qui a le plus grand écart entre les grandes performances qu'il a réalisées et les beaucoup moins grandes performances qu'il a aussi réalisées à d'autres périodes. Voilà, il a vraiment un range, une étendue de rôles et de personnages et de films. Il a vraiment tout fait. C'est ça. Mais toujours, je pense qu'il y aura toujours quelque chose à dire.
on aura des épisodes qui seront, où on va se marrer parce que on va avoir des films improbables. À côté de ça, on va avoir des épisodes où on verra des excellents films et où il y aura beaucoup de choses à dire aussi. Donc, on va vraiment avoir un peu de tout. C'est aussi là-dessus qu'il faut qu'on revienne, parce que oui, l'homme en tant que tel est absolument formidable et absolument exceptionnel. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, peu importe ce qui se passe dans ses meilleurs et ses pires films, il est toujours intéressant à regarder. Ça peut être bon, ça peut être moins bon, mais il y a toujours quelque chose à en retirer. Et on parle, comme je disais, de 90 films sur une carrière de 38 ans pour l'instant. Je le rappelle, on est en 2019, là où on enregistre ça. Pour l'instant, il a 55 ans, et sur ces 55 ans, il a fait 38 années de cinéma. Il a fait 90 films. Et comme je disais aussi au début de cet épisode, ça nous permet de faire un paysage complet du cinéma hollywoodien. Ça nous permet de parler de Michael Bay, ça nous permet de parler de Martin Scorsese, de Brian De Palma, ça nous permet de parler de Crispin Glover, ça nous permet de parler de tout un tas d'acteurs à la fois très différents, à la fois très intéressants, à la fois moins intéressants. Ça nous permet de parler du cinéma hollywoodien avec un grand C. Nicolas Cage, c'est le cadeau qui continue de donner, c'est the gift that keeps on giving, parce que voilà, on a à côté une personne qui est absolument fascinante déjà par lui-même, dans ses performances et dans la personnalité qu'il est, et à côté, voilà, il nous permet de parler de choses différentes, de pouvoir aussi nous parler de réalisateurs qui nous enchantent. Moi, j'ai absolument hâte non seulement de voir le film de Sion Sono, de regarder ce film, d'en parler. Bon, ça par contre, à la vitesse où on risque de sortir nos trucs, ça risque d'être loin, mais j'ai absolument hâte de parler de Sion Sono, parce que j'ai envie de parler de ce qu'il a fait d'autre et de pourquoi il est formidable. Ça nous permet... Oui, ça va être une excuse, ça va aussi être une excuse pour parler des réalisateurs des films où il a tourné, des autres acteurs dans les films qui ont tourné avec lui. On va concentrer forcément beaucoup sur son rôle dans le film, mais on va pas gâcher notre plaisir, on va pas bouder notre plaisir et pas parler des gens qu'il a côtoyés, parce que il y a du beau monde, donc on va aussi en profiter et se faire plaisir là-dessus. Il a côtoyé vraiment beaucoup de monde, et après, d'un point de vue plus personnel pour moi dans le podcast, ça reste aussi que c'est 90 films pour l'instant, donc ça veut dire au moins 90 épisodes de ce podcast sur plusieurs années. C'est un projet qui me passionne, qui me donne envie de continuer. En même temps, là, on est à l'épisode 0, donc forcément, ça me donne envie de continuer. Peut-être qu'à l'épisode 40, ce sera plus le cas, mais j'espère. Puis ça me permet aussi... On va tomber sur certains films, ça va être dur, mais... Ouais, je pense aussi. Mais ça va être drôle. Ça me permet, moi aussi, personnellement, de garder un lien avec une personne que j'apprécie énormément, qui est Julien, avec qui on a cette passion du cinéma, avec qui on parle beaucoup, parce que, il faut le savoir, moi, en ce moment, je vis au Canada, Julien vit en France, puis voilà, ça nous donne ce lien pour qu'on continue à parler de quelque chose qui nous passionne tous les deux. Et c'est un projet qui va nous prendre des années, sur lequel on sait qu'on peut s'améliorer, qu'on va faire des choses. C'est Nicolas Cage nous offre une opportunité exceptionnelle. Et à côté de ça, 90 films, personnellement, moi je pense que j'ai dû en voir 20 de ces films, à peu près. Et si je te demande les films qui t'ont marqué dans la... mes films préférés de Nicolas Cage, pour moi, il y a la Sainte Trinité. Il y a vraiment la Sainte Trinité. Puis en plus, c'est drôle parce que c'est des films qui ont été faits l'un après l'autre, que j'ai vraiment absolument envie de revoir. C'est The Rock, avec mon ami Sean Connery, réalisé par Michael Bay, parce que j'adore ce film. Il y a Face Off, et il y a Con Air, avec sa chevelure exceptionnelle. Et bien sûr, j'ai envie de revoir Living Las Vegas, j'ai envie de revoir Raising Arizona, j'ai envie de revoir Mandy, parce que j'ai adoré ce film, même s'il est lent à partir, il est exceptionnel à regarder. J'ai envie de revoir Kick-Ass, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. J'ai envie de revoir Bad Lieutenant, parce que Bad Lieutenant est juste fucked up.
Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment très, très hâte de pouvoir parler du moment où Nicolas Cage a volé la déclaration d'indépendance, parce que ce film me remplit de joie. Lord of War, il y a beaucoup de films que j'ai vus, que j'adore et que j'ai vraiment envie de revoir. Puis il y a des films que j'ai pas vus, que j'ai vraiment, vraiment hâte de voir. Des films qu'il a tournés avec Coppola. Avec Coppola. Moonstruck, je l'ai toujours pas vu, j'ai envie de le revoir. Tous ces films vraiment très pourris qu'il a fait, j'ai absolument hâte de les voir. Alors, je sais pas est-ce que tu as vu The Wicker Man? Eh ben, à mon grand regret, absolument pas. Et j'ai vraiment, vraiment très, très hâte de voir ce film. Et moi, je l'ai vu et j'ai très hâte que tu le vois. J'ai hâte de voir son film Sony parce que je l'ai jamais vu. Mais intéressant. C'est ça, c'est une personne qui a une filmographie absolument géniale. Et on aurait pu prendre d'autres gens, on aurait pu prendre des gens peut-être plus connus, plus célèbres. On aurait par exemple pu prendre comment il s'appelle, Robert Downey Jr. ou des gens comme ça qui ont un peu ce genre de carrière aussi, avec des hauts et des bas. Mais Mickey Rourke par exemple. Mais j'ai clairement l'impression que il y en a moins. On aurait eu moins de. Là au moins on sait qu'on est réglé pour 20 ans. On sait qu'on est parti pour des années. Mais il y a aussi le fait que je pense que le bas de carrière de ces gens-là est pas aussi intéressant que le bas de carrière de Nicolas Cage. Il est pas aussi bas. Et il y a quelque chose que certaines personnes disent, parce que si on est honnête, on n'est pas les seuls, on n'est pas les premiers à faire ce genre de podcast-là, on n'est pas les premiers à faire ce truc-là, mais parce que tout le monde est fasciné par essayer de comprendre est-ce que Nicolas Cage est un bon acteur ou non. Pour moi, c'est le cas, c'en est un. C'est peut-être pas ton cas, mais... pour moi, ça sera j'en tirerai ma conclusion à la fin. Parfait. Mais surtout, ce qui est intéressant à savoir, c'est que beaucoup de gens se posent cette question. C'est très, très rare d'avoir un acteur qui est aussi polarisant. En général, un acteur, c'est soit on l'aime, soit on l'aime pas. C'est très difficile de dire, tiens, est-ce que j'aime ou pas Nicolas Cage? Est-ce que c'est absolument formidable. Et pour moi, je vais finir là-dessus en disant quelque chose, parce que pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, comme ça que je le sens par rapport à Nicolas Cage. Je suis convaincu que Nicolas Cage c'est un des acteurs les plus fascinants de sa génération, si ce n'est un des meilleurs acteurs de sa génération. Parce que quand je pense à sa génération, donc on parle d'acteurs qui ont maintenant 55 ans, 60 ans, quand je pense aux autres personnes de cet âge-là, tantôt tu parlais de Johnny Depp, tantôt tu parlais de comment il s'appelle, Leonardo DiCaprio, ou même Brad Pitt. Regarde ces trois personnes, regarde leur performance sur probablement 38 ans aussi d'acting, et tu vas te rendre compte qu'elles sont quand même toutes très similaires. Elles sont toutes basées sur des choses qu'ils ont piochées à droite à gauche. Un des films dont j'ai le plus hâte en 2019, c'est Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, où justement il y a et Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, mais je ne m'attends pas à être... même si je m'attends à ce que leur prestation soit juste, soit formidable, je ne m'attends pas à être surpris par ce que je vais voir. Alors que Nicolas Cage, tu rentres dans un film, tu sais pas à quoi tu t'attends, tu sais pas ce qui va arriver, et je pense qu'il y a personne qui peut expliquer ça mieux que Nicolas Cage lui-même quand il parle de quand son oncle Francis Ford Coppola l'a appelé pour lui dire j'ai absolument besoin de toi dans un de mes films, et que le mec a dit d'accord, mais dans ce cas-là je veux faire en sorte qu'il parle comme Porky, je crois, ou un autre nom, je sais plus exactement ce que c'est, mais il a dit d'accord, je joue dans ton film, mais tu me laisses faire n'importe quoi, tu me laisses faire ce que je veux. Et ça, je trouve ça fascinant, et j'ai absolument hâte à nos futures 3 ou 4 années où on va juste regarder des films. Écoute, ça me paraît être une conclusion parfaite. Je pense que
vous avez compris maintenant quelles sont les raisons qui nous poussent à vouloir engager ce projet un peu fou. Qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on attend avec impatience de voir et de pouvoir discuter. Donc il nous reste plus qu'à vous remercier de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Merci à tous. En espérant que vous nous suivrez nombreux pour l'épisode 1 et puis 2, 3 et puis jusqu'à l'épisode 875. Vous pouvez nous retrouver donc sur Twitter, donc on a au compte @CitizenCagePod avec bien sûr le flux RSS pour s'abonner et puis le plus tôt possible sur iTunes, Spotify et compagnie. Merci encore et salut. Merci à tous et à la prochaine pour Best of Times.